Bienvenue à Grand Reportage. Il y a 6 ans, un vaste réseau de pornographie infantile sur Internet a été démantelé aux États-Unis. Un couple américain permettait à ses 300 000 clients à travers le monde d'avoir accès à des centaines de sites pornographiques juvéniles. Parmi leurs abonnés figuraient 2000 Canadiens. Ce reportage du réseau anglais de Radio-Canada donne la parole aux policiers qui ont enquêté sur la plus grosse affaire de pornographie juvénile de l'histoire canadienne. Si Internet favorise l'expansion de ce genre de trafic, ironiquement, vous allez le voir, c'est un outil qui rend aussi plus efficace le travail des policiers. Nous sommes à Dallas, au Texas, un coin des États-Unis mieux connu pour son pétrole et ses cow-boys. Il y a 4 ans, les policiers de Dallas démasquent un réseau criminel informatique global. Écoutons le lieutenant de police, William Walsh. This case began when a citizen complained to a postal inspector about a site that appeared to contain child pornography. Il a découvert un site appelé Landslide et on a parlé à l'inspecteur Raymond Smith du service postal. Il m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai trouvé, mais c'est comme tenir un lion par la queue. C'est le début d'une enquête criminelle d'envergure internationale, portant sur une des questions les plus troublantes et les plus controversées de notre société moderne. C'est de cet entrepôt très quelconque que sont diffusées sur Internet les photos de pornographie infantile à des clients du monde entier. En moins de 2 ans, Thomas Reedy et sa femme, Janice, réalisent avec leur entreprise un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars en vendant des photos allant de l'obscène à la perversité. Leurs clients s'imaginent que l'Internet leur garantit l'anonymat, mais les dossiers de Reedy révèlent qu'il a des associés en Indonésie et en Russie et regorge des noms et numéros de cartes de crédit de ses 300 000 abonnés répartis dans 37 États américains et dans 60 pays. À la base de cette vaste entreprise, le réseau de câbles et d'ordinateurs qui a transformé le monde en vaste galerie marchande électronique. Toute la gestion se fait à partir de quelques pièces dans une résidence ordinaire en banlieue de Fort Worth. L'enquêteur Michael Mead. C'est l'argent qui le fait marcher, à mon avis. En fouillant dans ces dossiers pour mon enquête, j'ai eu l'impression d'un type qui voulait faire de l'argent et qui avait trouvé une mine d'or dans la pornographie infantile. C'est un personnage qui n'hésite pas à profiter de la misère des enfants. Et il est certain que ces enfants souffrent. J'ai vu des photos qui me resteront gravées dans la mémoire. Ces enfants souffrent et ils n'hésitaient pas à profiter de leur souffrance. Landslide et ce qu'il en reste doivent affronter une poursuite agressive de la part de la procureure du Texas. Mon premier objectif dans cette poursuite, c'était d'obtenir la liste des abonnés et des clients. Parce que si Reedy veut tout simplement faire de l'argent, il doit compter des pédophiles parmi ses clients. Cette enquête, connue aux États-Unis sous le nom de code de Avalanche, n'attire pas beaucoup d'attention au plan international, jusqu'au jour où une vieillissante vedette rock britannique, vénérée par la génération d'âge moyen, Peter Townsend, des Who, échappe à une poursuite en expliquant qu'il a visité le site Landslide dans le cours de ses recherches sur les abus sexuels. Mais l'enquête est suivie de nombreuses arrestations et des accusations sont portées aux criminels contre des gens de divers milieux. Plus nous poussons notre enquête, plus elle prend de l'ampleur. Nous savions que nous avions des abonnés provenant d'ailleurs que le Texas, de tous les États-Unis et d'autres pays du monde. Et chaque pays commence à se rendre compte de l'existence d'un problème. Ce n'est plus seulement un problème américain, mais un problème canadien, un problème britannique, un problème italien.
Il y a vraiment beaucoup d'abonnés et la demande est énorme. Au début de 2001, l'opération Landslide s'étend au Canada où elle s'appelle Snowball. 2329 clients de la liste d'abonnés de Reedy habitent le Canada dans diverses provinces et territoires. 241 clients sont de Toronto. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la pornographie infantile, c'est tout. Ils pensent souvent qu'il peut s'agir d'un enfant dans une baignoire, d'un garçonnet de 12-13 ans jouant sur la plage. Ce n'est pas ça. Il faut faire de notre mieux. Mais où aller chercher les juges qui ont une quelconque expérience là-dedans? Le sergent détective Paul Gillespie de la Brigade de l'exploitation des enfants à la police de Toronto est partisan d'une application plus stricte de la loi. La police se sent privée de ses moyens au milieu de cette poussée globale de pornographie infantile, gracieuseté de l'Internet. Que peut-on répondre quand on avance que ce n'est pas un crime que de regarder ces photos? Depuis 2 ans et demi que nous tenons des statistiques à Toronto, je peux vous apprendre que 44% de ceux qui ont été arrêtés pour avoir simplement regardé ces photos, pour les avoir simplement en leur possession, ont été accusés ou condamnés pour sévices sexuels contre des enfants. Point final. En quelques années, la police est confrontée à une inquiétante augmentation des signalements de sévices sexuels sur des enfants, de très jeunes enfants. Nous avons saisi l'année dernière des horribles images d'abus impliquant plus de 10 000 enfants. Nous ne savons même pas qui ils sont. La détective Mary Veruna est affectée aux crimes d'ordre sexuel depuis 7 ans. Jamais elle n'a pu s'habituer aux horribles photos qui se retrouvent régulièrement devant elle. Cette vidéo ne dure qu'une vingtaine de secondes, mais pour moi, elle dure 2 jours. Et pour cette fillette, elle va durer toute une vie, parce qu'on voit dans ses yeux qu'elle ne cesse de se faire violer et qu'elle le sera toute sa vie. Nous procédons régulièrement à des saisies de dizaines, de centaines de milliers de photos d'enfants, de bébés en couche. Dans les photos, dans les vidéos, on les voit victimes de torture, de viols, de sodomie. On les voit saigner. C'est la norme maintenant de voir des enfants de 3, 4 ans en pleurs dans des vidéos d'une vingtaine de minutes, suppliant papa d'arrêter. Des lois sévères régissent ce genre de choses au Canada. La simple possession d'une photo est punissable de 5 ans de prison. Mais l'application de la loi est une autre affaire. La couronne et les juges ne semblent pas vouloir toucher au matériel vraiment vicieux. Et quand il s'agit d'enfants plus âgés, la loi se contredit elle-même. Il est illégal, par exemple, de distribuer des photos à caractère sexuel d'une personne de moins de 18 ans. Mais il est parfaitement légal de se livrer à des actes sexuels sur une personne de plus de 14 ans. Les policiers s'intéressent moins aux photos qu'aux personnes qui y apparaissent, surtout les victimes. La brigade de l'exploitation des enfants à la police de Toronto a presque été dépassée par l'importance des dossiers émanant de la perquisition au Texas. Il s'agit pourtant de l'une des brigades les plus importantes et les mieux équipées au Canada. Nous nous retrouvons soudainement avec Landslide, avec 241 noms de gens qui habitent Toronto. La brigade est composée de 10 membres. Trouver les photos, c'est seulement la première étape. Ils cherchent des indices dans des photos qui sont comme des scènes de crime. L'Internet est à l'origine d'une révolution dans la pornographie infantile, mais aussi dans le travail des policiers. We look at, we'll arrest somebody with 500,000 images. No, that's a TV guide. It's a TV guide. Le site de Landslide a permis de découvrir une masse de matériel pornographique qui donne des indices d'une grande importance. What is that thing? Yellow box. You can see it in another picture. Le moindre détail dans une photo peut permettre de déterminer où et quand la photo a été prise. Those are Shasta cans.
La police s'inspire d'une technique britannique dans laquelle un policier, à partir d'une seule image dans une collection de pornographie, a pu retrouver une bande vidéo sur un site japonais. L'arrière-plan de cette vidéo montrait une annonce de chocolat à la télévision. En déterminant quand et dans quelle ville cette annonce avait été diffusée, et grâce à des indices émanant des États-Unis et d'Irlande, la police réussit à arrêter un homme qui se livrait à des sévices sexuels sur des jeunes filles dans le sud de l'Angleterre. Elles sont... Enfin, ce sont des victimes parfaites. À qui pourrait-elle se plaindre quand tout le monde abuse d'elles? C'est le plus intime des crimes. Un abus de confiance au sein de la famille, parmi des amis, contre d'impuissantes et anonymes victimes. Les efforts collectifs des policiers du monde entier ont permis d'identifier moins de 500 enfants dans ces millions de photographies qui s'échangent sur Internet depuis son existence. Les policiers peuvent heureusement utiliser cette même technologie qui sert à commettre les crimes. L'Internet ne connaît pas de maître. J'ai commencé mon enquête le 6 juin en causant avec lui. Le détective Paul Krabchuk assume l'identité d'une fillette de 13 ans dans un site de clavardage dans lequel les adolescents laissent libre cours à leurs fantasmes. Je reste en communication avec lui comme si j'étais une fillette typique de 13 ans, désireuse de lui parler. Il a été spécialement formé par le FBI pour travailler dans cette zone grise que les avocats pourraient qualifier de provocation policière. Je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me répond qu'il est ingénieur. Il ne tarde pas à se lancer dans un badinage provocateur qui s'oriente vite vers une rencontre d'ordre sexuel. J'oriente la conversation vers le sexe ou vers un rendez-vous, quelque chose. Il ne t'a pas demandé de le toucher, n'est-ce pas? Yes, he has. Actually, I gotta read. He's asking permission. But for you to touch him. Il t'a demandé la permission de toucher ton vagin avec sa langue. C'est une invitation à un contact sexuel. Still an invitation sexual touching. Yeah. Mais t'a-t-il spécifiquement demandé de le toucher? Il est très... Il l'a fait d'une certaine façon. Il va falloir que je relise ça. Wow, une minute là. Si tu décomposes en mots simples et ordinaires, il ne te demande pas de permission. Il te dit, et je lis, il ne dit pas « est-ce que je peux faire ça ?» Il dit « je toucherai ton vagin avec ma langue ». Il te dit, il ne demande pas de faire quelque chose. Exact. Il se contente de te dire ce qu'il va faire. Dans le fond, c'est une agression sexuelle. La poursuite continue pendant des semaines. Le séducteur ignore que l'anonymat est une arme à deux tranchants et fait maintenant partie du cauchemar de tous les pervers. Il m'a attiré en pensant que je suis une fillette de 13 ans pour avoir des relations avec moi aujourd'hui. C'est ce qu'il pense qu'il attend aujourd'hui. La décision n'est pas difficile à prendre. La police va surveiller le lieu du rendez-vous et l'attendre. C'est lui. Faites-le savoir. Bravo s'il y a un autre rendez-vous. S'il n'y en a pas, nous devrons aller l'arrêter à son travail ou bien chez lui avant qu'il parte travailler. Que cette personne mette son boulot, sa maison et son avenir en péril ne suscite aucune sympathie dans cette pièce. Bill McGarry a lui-même 4 enfants. Pour être bien franc avec vous, ce sont des ordures. Je me fous de ce qui a pu leur arriver dans leur jeunesse et de pourquoi ils sont comme ils sont. Ça m'importe peu. 3 ont été arrêtés et remis en liberté. Un, c'est un précédent. Il existe peu de différence entre ceux qui regardent la pornographie infantile et ceux qui s'en prennent aux enfants. Je n'ai aucune sympathie pour eux. Comme le dit Bill, ce sont des ordures et je suis poli. Une femme de la brigade se fait passer pour une fillette de 13 ans. 4 autres policiers sont tout près. Il n'y a pas la même tension que lors d'une descente pour drogue, mais la préparation demeure la même. Où voulons-nous être positionnés? Voulons-nous... Il y a une auto au coin qui pourra l'intercepter quand il arrivera. Il est parti aux toilettes. Quelques instants plus tard,
le Casanova de l'Internet arrive. La police l'observe se diriger vers l'appât, entrer dans leur piège. Et le piège se referme. En 2 instants, Casanova se retrouve entre les mains des policiers. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir attiré un enfant de moins de 14 ans et pour invitation à des attouchements sexuels. L'homme est menotté. Il s'agit d'un professionnel, marié, avec des enfants. Il est en attente de son procès. Il y en a beaucoup, c'est ça le pire. On travaille très fort à Toronto pour résoudre ce problème et plus nous travaillons, c'est à peine la pointe de l'iceberg. C'est incroyable. J'ai en tête une photo d'un jeune garçon qui a l'air terrifié, qui se fait sodomiser par un mâle adulte. Il doit avoir 5 ou 6 ans et il a l'air terrifié. Qu'est-ce que nous faisons? On va vers ceux qui ont le plus d'achats? 5 et plus. OK. La police de Toronto parle du projet Snowball. L'analyse des fichiers du site web Landslide a permis de trouver 240 noms et numéros de cartes de crédit. Reste à déterminer qui seront les sujets d'une enquête. Les premiers critères visent les dossiers pour crimes d'ordre sexuel et l'accès aux enfants, leurs propres enfants. Puis les dossiers criminels, les achats multiples et autres facteurs incriminants. L'enquête Landslide finit par conduire à une maison d'1 million de dollars, sise dans un quartier huppé de Toronto, et vers un professionnel respecté, sans dossier criminel. Il restera anonyme parce qu'il n'a pas encore été traduit devant les tribunaux. Ses préférences sexuelles seraient passées inaperçues s'il n'avait pas visité le site web de Landslide. La police ne se serait jamais intéressée à lui, n'eût été son appétit gargantuesque de pornographie infantile. Nous étions accompagnés de serruriers et ils étaient incapables de crocheter cette serrure. Si l'accusé ne l'avait pas ouverte, il aurait fallu enfoncer la porte avec un bélier. Ian Lemond est le directeur adjoint de la brigade. Derrière une porte protégée par 4 serrures, les policiers découvrent le produit d'une compulsion perverse financée par carte de crédit. Dans cette petite pièce au sous-sol, il y avait 13 coffres-forts. 13? Dans cette pièce fermée à clé, des coffres de diverses grandeurs. On les voit ici. Wow. Je suis entré, stupéfait. Je n'avais jamais rien vu de tel. Autant dans une seule pièce. Nous avons trouvé 500 000 photos, des piles hautes comme ça. Nous nous attendons toujours à faire des découvertes, mais jamais en pareille quantité. Est-ce qu'on peut dresser un portrait de cet homme à partir de cette pièce secrète? Vous parlez de portrait. Je ne suis pas psychiatre ni psychologue. Je dirais seulement qu'il s'agit d'un individu malade, un obsédé du sexe impliquant ceux qui lui sont soumis. Il veut les avilir. Il ne possède pas des pulsions sexuelles normales. Il veut humilier et avilir ses partenaires. Et il est difficile de trouver un partenaire plus soumis qu'un enfant. L'analyse de ces photos est confiée au détective Sue Burke. On ne voit ici qu'une fraction de la plus grande collection de 1,5 million de photographies pornographiques infantiles jamais saisies à Toronto et composée d'au moins 50 000 photos, vidéos, films pornographiques de nature criminelle. Ici de la miction. Avec cette miction qui montre les parties génitales d'un enfant, vous tombez dans le domaine de la pornographie infantile. D'accord. L'accent est mis sur les parties génitales, que ce soit l'anus, le vagin ou le pénis. J'en ai vu une que je ne tiens pas à retrouver, montrant un acte de fellation avec un enfant. Oui. Ça vous arrive souvent de trouver des choses pareilles? C'est de plus en plus courant. Vous avez des enfants? J'en ai.
À quoi pensez-vous quand vous rentrez à la maison? Hier soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai serré ma petite fille très fort dans mes bras. Elle s'est réveillée quand je suis rentrée et je l'ai prise dans mes bras. Les choses se sont produites comme ça, c'est arrivé au cours des années. J'ai toujours voulu faire des choses différemment. J'ai toujours collectionné toutes sortes de choses. Je suppose que je me suis accroché à ce genre de choses, la pornographie. C'était mon affaire. Je gardais tout caché, mais pas sous clé. Je ne montrais pas ça à tout le monde, pas du tout. Et je pensais que les sites que je visitais, vous savez, on lit les avis juridiques. À vrai dire, je ne sais pas comment je suis arrivé sur ce site. Je pense que j'ai reçu un courriel. C'est parti de là. C'est Burke qui interroge le propriétaire de cette collection. Il devra s'expliquer. Je l'ai déjà entendu me raconter qu'il est très compulsif et il se justifie en disant qu'il est tout simplement un collectionneur. Tous ceux que nous arrêtons se défendent en disant « Nous ne faisons rien d'autre que regarder. Jamais d'abus. C'est mon plaisir personnel. » Je sais que la moitié de ces gens ne disent pas la vérité. Cela revient à prendre la parole de quelqu'un ou de dire, lorsqu'ils arrivent devant le tribunal, de dire « Ils n'ont fait que regarder, votre honneur, ce n'est pas grave. Il n'est pas vraiment méchant. » À mon avis, les collectionneurs sont tout aussi coupables que ceux qui font ces saletés. Dans un seul site de pornographie infantile, parmi les 100 000 qu'on estime en action dans le monde, on a trouvé les noms de plus de 2300 Canadiens, de Terre-Neuve au Nunavut. Mais la plupart des juridictions canadiennes manquent de ressources ou de volonté pour traiter avec la pornographie infantile, même quand les cas leur sont présentés sur un plateau d'argent. Depuis la saisie de documents résultant, il y a 3 ans, de l'affaire Landslide au Texas, près de 2000 Canadiens souscripteurs n'ont même pas été interrogés. C'est le cas à Vancouver. Au début de 2001, une policière déjà débordée de travail se voit confier 68 nouveaux dossiers tirés d'une liste de 406 résidents de Colombie-Britannique, clients de Landslide. Elle s'appelle Noreen Waters, détective. Pendant des années, j'ai à peu près été la seule à m'occuper à plein temps de ce genre de dossier. Pendant des années de travail policier dans les rues de Vancouver, elle est confrontée aux problèmes de toxicomanie, de déchéance. Plusieurs de ces problèmes trouvent leur origine dans des sévices sexuels durant l'enfance. Elle s'indigne de penser que des pornographes s'excitent ou s'enrichissent par l'entremise de photos. Traquer la pornographie infantile ne fait que confirmer son dégoût à l'endroit des gens qui en vivent. J'ai en tête une photo d'un jeune garçon qui a l'air terrifié, qui se fait sodomiser par un mâle adulte. Il doit avoir 5 ou 6 ans et il a l'air terrifié. Cette photo m'a mise en colère plus que les autres. Penser que cet enfant est terrifié et qu'on puisse tirer un intérêt sexuel de cette photo en pensant que c'est permis, c'est ça qui me met en colère. De voir qu'on collectionne ces photos et qu'on pense que c'est bien de regarder des photos d'enfants victimes de sévices sexuels. Pour elle, les dossiers émanant de l'opération Landslide sont purement théoriques. 68 autres enquêtes sur des coupables potentiels. Elle est déjà au bout de son rouleau, à la suite d'une affaire qui lui a pris tout son temps et toutes ses forces pendant 2 ans, qui n'est pas encore terminée. Landslide devra attendre son tour. En 1999, elle entame une enquête sur un homme possédant une longue histoire de harcèlement sexuel de jeunes garçons. Elle apprend qu'il possède une importante collection de pornographie. Le sujet habite cette maison depuis 30 ans. Il s'agit d'un homme à tout faire d'un certain âge du nom de Tony Marr. Lors d'une perquisition chez lui, elle met la main sur des fichiers informatiques contenant 64 000 images, dont plusieurs montrant des actes sexuels avec des garçons et le mettant en vedette. En fait, nous avons saisi des vidéos, de vieilles cassettes bêta le montrant en train de molester de jeunes garçons. Il s'agissait d'ados et on le voyait en pleine activité sexuelle avec ces ados.
Scott Nielsen a 16 ans à l'époque. Il trouve Marr correct, mais ses camarades et lui trouvent un comportement un peu particulier. Le gouvernement Charest pourrait contester devant les tribunaux le programme fédéral de péréquation. Selon Québec, le programme actuel ne respecte pas l'esprit du principe inscrit dans la Constitution depuis 1982. Jean-Paul II a subi avec succès une trachéotomie, une petite ouverture dans la gorge pour l'aider à respirer. L'opération a duré une trentaine de minutes. Son état post-opératoire est normal. Nouveau rebondissement dans l'affaire Charkaoui en Cour fédérale. Le juge Simon Noël refuse de statuer sur le sort de Charkaoui tant qu'Ottawa ne donne pas les détails sur un mandat d'arrêt international qui aurait été émis par le Maroc. 2 jeunes hommes sont morts lorsque leur voiture est entrée en collision avec un poids lourd sur l'autoroute 30 à Longueuil. Une 3e personne est dans un état critique. Le Canada ne participera pas au projet américain de bouclier antimissile. Le premier ministre Paul Martin a toutefois rappelé que le Canada s'est engagé par le biais de NORAD à détecter les missiles qui menacent le continent. Cela dit, l'ambassadeur américain Paul Cellucci dit ne pas comprendre le refus du Canada de participer à la défense de son territoire. Il affirme que les États-Unis déploieront quand même le bouclier antimissile. La Syrie va redéployer ses 14 000 soldats postés au Liban vers la vallée de la Beka dans l'est du pays. Il ne s'agit toutefois pas du retrait unilatéral réclamé par la communauté internationale. Et les tarifs d'électricité augmentent d'1,2 % le 1er avril. La Régie de l'énergie a refusé la demande initiale d'Hydro qui était de 2,7 %. La nouvelle hausse représenterait une augmentation d'1,63 $ pour une maison unifamiliale. Dans un instant, la suite des grands reportages. Les gens atteints de diabète veulent faire leur contrôle n'importe où, n'importe quand. Avec le système pleinement intégré Accu-Chek Compact, c'est maintenant possible, puisque bandelette et glycomètre sont tout en un. Certaines choses dans la vie sont aussi rapides qu'Accu-Chek Compact. Mais en matière d'autocontrôle de la glycémie, rien ne bat Accu-Chek Compact. Demandez plus de détails à votre pharmacien et testez-le aujourd'hui. Pourquoi tu tripes autant sur la Coffee Crisp? La Coffee Crisp, c'est un goûter léger et délicieux. Tu savais pas ça? Non, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gaufrettes toutes minces, un petit goût de café, un filet d'enrobage chocolaté. L'âge légal du sexe consensuel au Canada. Il lui faudra 1 an pour prouver que cette affaire s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, qui implique des activités sexuelles avec des moins de 14 ans. Il faut reculer 20 ans en arrière. Dans les années 80, Marr s'occupe d'une équipe de hockey de garçons dans une banlieue de Vancouver. Scott Nielsen a 16 ans à l'époque. Il trouve Marr correct, mais ses camarades et lui trouvent un comportement un peu particulier. One of the running jokes on the team, you know, you'd have a problem with your ankle or your knee or shoulder, elbow, and inevitably through, you know, working out some kinks or getting something iced up or taped up, you know, something, it would always link back into the groin area, which, again, he had a magical way of linking every muscle in your body, somehow connecting into your buttocks or your groin. Les choses deviennent moins drôles quand Scott s'aperçoit que Marr prend en catimini des photos des gars dans la douche. Et plus drôle du tout, quand il est pris en flagrant délit sexuel avec un garçon. Marr est finalement chassé du club. Il a déjà été remercié de ses services par les Louveteaux, mais rien ne l'arrête. À l'été de 1996, Kevin Butterfield est un garçon de 13 ans comme les autres, qui habite une banlieue de Vancouver. Il rencontre cette année-là Tony Marr, un ami des parents de son meilleur ami de 12 ans. Je suis tombé en me balançant et je me suis démis le genou. Il me l'a remis en place. Je le trouvais correct. Il ne voulait pas me faire mal, seulement me calmer. Il me disait de relaxer. La maman du copain de Kevin, Rob Nansel, ne se doute pas que Tony Marr, l'ami de la famille, est un prédateur sexuel. I've known Tony since I was a teenager. He's been a huge part of my family's life.
He's known my son since he was born. À l'été de 1992, Maher s'installe à 100 Mile House, dans l'intérieur de la Colombie-Britannique. Il vient de s'associer à une compagnie de taxi. 5 mois plus tard, un peu avant Noël, Kevin Butterfield et Rob Dansel sont invités à passer un week-end chez l'homme qui est considéré comme un oncle. La mère de Kevin, Julie Butterfield. Mon intuition me dit de ne pas accepter, mais Kevin et Robert insistent, ils supplient. Je finis par dire oui. Ça va à l'encontre de mes principes, mais... Elle aurait dû s'écouter. Maher va chercher les 2 garçons à la gare de 100 Mile House et les emmène chez lui. Il leur a promis beaucoup de plaisir et il tient parole. Mais les jeux prennent peu à peu une tournure adulte. On regarde un peu de télé, on regarde des films, puis on commence à boire et à fumer un peu de Marie et des cigarettes. Tout cela venait d'où? Tony avait tout ça quand nous sommes arrivés. Je suppose que ça faisait partie de son plan. Les garçons ne s'en rendent vraiment pas compte parce qu'ils sont intoxiqués, mais Maher les agresse et les photographie à tour de rôle dans leur lit. Même maintenant, ils ne peuvent publiquement relater ce qui s'est passé. Mais ils fournissent à la police un témoignage écrit de ce qui s'est déroulé, témoignage que Maher n'a jamais réfuté. Ils font état de divers actes sexuels, dont certains sont photographiés sur Polaroid. Ces photos ont plus tard été découvertes et montrées à leurs parents. Au contraire de bien des victimes de Maher, Kevin et Robert le dénoncent. Maher est accusé de sévices sexuels sur eux. Mon mari voulait se rendre à 100 Mile House et régler ça lui-même, mais je lui ai dit que nous ne pouvions agir de cette façon. Nous devons montrer aux garçons qu'il y a une autorité supérieure pour ces choses. Pour les gestes qu'il a posés avec ces garçons, Maher, le collectionneur de pornographie, est condamné à 5 mois de prison. Il en purge 2. Rien ne pourra réparer les choses. Ce sera toujours là. C'est irréparable. En 1999, Noreen Waters, détective à Vancouver, découvre 64 000 photos pornographiques à la résidence d'un pédophile nommé Tony Maher. En 1999, Noreen Waters, détective à Vancouver, découvre 64 000 photos pornographiques à la résidence d'un pédophile nommé Tony Maher. À ses yeux, collectionner et distribuer des images de pornographie infantile fait partie d'un comportement déviant comptant les abus sexuels. Selon elle, les contrevenants doivent être passibles de longues peines d'emprisonnement. Il lui faut 1 an pour monter le dossier prouvant que Tony Maher doit aller en prison. Il a fallu que je passe en revue tous les documents, les trier, préparer un rapport de plusieurs centaines de pages seulement sur la preuve. J'ai vérifié tout le matériel, lu les histoires. Il collectionne les histoires érotiques traitant de sexe avec les enfants. J'ai lu les transcriptions des clavardage. En préparant son rapport sur les activités passées et actuelles de Maher, elle n'anticipe pas le problème qui la guette. Les procureurs de la Couronne n'aiment pas les dossiers de pornographie parce qu'ils n'aiment pas la preuve et qu'ils n'aiment pas la façon dont ils se terminent habituellement avec une sentence trop légère. J'ai rencontré 3 procureurs de la Couronne avant d'en trouver un disposé à prendre le dossier. Un procureur m'a même dit que ma preuve était dégoûtante et dérangeante. Je lui ai répondu que je le savais très bien. Je ne sais pas comment dire, nous devrons obliger les gens à regarder ce matériel. Mais pour procéder dans ce dossier, si on veut juger l'affaire, il faut regarder la preuve. Je suppose que vous vouliez une bonne sentence pour ce type. On espérait une peine de prison, mais nous avons vu que ce ne serait pas le cas. Tony Maher échappe à la prison. Il reçoit une peine conditionnelle et est mis en probation pour sa collection de pornographie infantile. Il garde un profil bas ces jours-ci. Sa santé n'est pas bonne. Il souffre de diabète et quand nous l'avons rejoint, il semblait avoir perdu la vue. Mr. Maher? Yes? Hi, my name is Morris Carpser.
Il semble plutôt déconcerté d'être interpellé par le producteur de l'émission, mais il ne nie pas son passé d'abuseur, notamment avec les enfants à 100 Mile House. Kevin Butterfield is one of those people. He's told us that his interaction with you had a very, very damaging effect on his life, and I'm just wondering what you might say to someone like that. All I can say is, I'm sorry it ever happened. I'm sure it had a very profound effect. You know, I've never tried to hurt anybody. And it's never been my intention to hurt anybody. Are you surprised, though, that they were damaged to the extent that they say they were? In Kevin's case, he says it's affected his life forever. He feels that he can never trust anybody again. I guess all I could say is I'm sorry. But I can't undo what's been done. Dans une vidéo de surveillance, Marr est assis devant un ordinateur. Une des conditions de sa probation était qu'il se tienne loin d'Internet et des ordinateurs, sauf pour des raisons médicales et pour son travail. On le voit ici, dans une pièce encombrée, manipulant des CD, sans sembler être affecté par des troubles de la vue. How would you describe the material that you're talking about? Pas très joli, pas très plaisant. Sorry? Pas très agréable, je suppose. How would you describe it? Like, what would you describe it? Do you have any kind of words that you use to describe it? Je n'aurais pas dû le télécharger. Je n'aurais pas dû l'avoir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À Toronto, les membres de la brigade de l'exploitation des enfants attendent le procès du propriétaire de la plus spectaculaire collection de pornographie au Canada. Fort de leur expérience, ils s'attendent à ce que le tribunal prête une oreille sympathique à la défense qu'il invoquera probablement. Il n'y a pas de mal à regarder des photos, peu importe ce qu'elles montrent. Ou alors qu'un juge revienne. Il prévoit aussi une défense qui portera autant sur eux que sur la preuve. À défaut d'attaquer la preuve, ils peuvent invoquer le droit. Et si on ne peut invoquer la loi, on s'en prend à ceux qui appliquent la loi. Tout cela revient à... On ne peut pas dire que la pornographie infantile est permise. Et si la preuve est concluante, il ne reste plus qu'à s'en prendre aux policiers qui ont monté le dossier. C'est la défense. Je ne saurais même pas par quel bout commencer. Il me faudrait bien des conseils. Ils auront passé plus de temps à traquer les coupables que ces derniers passeront derrière les barreaux s'ils sont condamnés. Avec ce qu'on sait maintenant, seulement sur la quantité. Il est dans ce commerce depuis plus de 30 ans, à ce qu'il nous dit. Nous serons bien chanceux d'avoir 2 ans. Sans doute moins, à mon avis. Très chanceux. Si on s'en tient à la pornographie, aux photos de sévices sur des enfants, si on s'en tient à ça, nous serons bien chanceux d'avoir une condamnation de 6 mois. Et ça vous met en colère? C'est certain. Ces choses-là ne devraient pas arriver aux enfants et elles se produisent. Tous les jours, partout dans le monde, des milliers de fois chaque jour, et il ne semble pas exister de volonté politique de faire quelque chose. C'est frustrant. En êtes-vous rendu à vous demander si ça vaut la peine de fouiller dans ces saletés? Ça vaut la peine si on trouve un seul de ces enfants, et c'est notre principal objectif. Il faut trouver ces enfants. Vous savez ce qui les effraie? Ils pensent que c'est normal. Je ne veux pas définir normal, mais je ne veux certainement pas que mon enfant soit entraîné dans ce genre d'histoire. Le Canada a adopté, il y a 10 ans, une loi controversée sur la pornographie infantile. De façon paradoxale, elle semble aller trop loin et pas assez loin. Ces critiques soulignent que la loi va tellement loin qu'elle criminalise presque le mauvais goût. Mais avec toutes les photos disponibles sur Internet, il est difficile, avec cette définition très large de la pornographie infantile, de décider ce qui est vraiment mauvais. Il revient aux policiers de patauger dans ce lisier d'obscénité. Ils n'ont ni les ressources ni la formation nécessaires pour déterminer ce qui devrait être éradiqué et ce qui devrait être ignoré. Bonjour. Voici mes outils de 27 ans de travail. Noreen Waters a finalement eu son ras-le-bol.
Elle a pris sa retraite le 30 avril 2004. Ce n'est pas mon numéro de badge. Elle n'a jamais ouvert le dossier provenant de Landslide. Elle s'est usée à préparer l'affaire Tony Marr. Quand ce dossier a été terminé, elle a su qu'il était temps de décrocher. Mes menottes. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus affronter cela. L'enquête a été longue, frustrante, et puis ça a été très frustrant de comprendre qu'on se dépêchait à en disposer simplement pour en finir. Il y a eu aussi le manque de ressources à la couronne. Ils n'ont pas de budget pour entreprendre de longs procès, et nos dossiers, dans la plupart des cas, nécessiteraient de longs procès. Devant les complexités juridiques et sociales, nos voisins américains ne font pas preuve d'ambivalence quand il s'agit de pornographie infantile. Nous avons saisi d'énormes quantités de matériel pornographique. Plusieurs arrestations ont été faites et surtout plusieurs enfants ont été arrachés à l'exploitation sexuelle. Vous vous rappelez de Thomas Reedy, le Texan qui avait ouvert Landslide? Il a été condamné en août 2001 à 1335 années de prison. Il a depuis porté sa sentence en appel. Un juge vient dernièrement de la réduire à 180 ans. En rêve. Ça avait été difficile la première fois lorsqu'il était à l'hôpital pour la grippe. Alors si on a dû pratiquer cette intervention-là, qui est quand même pas de routine, c'est quand quelqu'un ne réussit pas à respirer, c'est signe que c'était plus sérieux. On a dû aussi anesthésier le pape. Alors une personne âgée comme ça, c'est toujours, on le sait, quand même assez dangereux. Ce qu'on nous a dit ce soir à l'hôpital, c'est que l'opération a réussi. Le pape reposait en soirée dans sa chambre, dans l'aile qui lui est attribuée ici à l'hôpital, et qu'il était conscient qu'il a même fait quelques signes de la main. Donc pour l'instant, il repose dans un état satisfaisant. Bon, ces informations viennent de l'hôpital parce que le Vatican n'est pas très bavard. Pas très bavard, mais moins bavard que la dernière fois, parce que la dernière fois, c'est le Vatican qui parlait de l'état de santé du pape. Cette fois-ci, c'est l'hôpital. C'est un signe aussi que c'est plus sérieux. Donc, c'est une condition médicale plus sérieuse, une intervention chirurgicale. Mais écoutez, aussi, on sent qu'il y a une nervosité, une anxiété qu'il n'y avait pas la dernière fois. La dernière fois, le porte-parole du Vatican badinait presque. Il disait, bon, vous en faites trop, c'est simplement une grippe. Cette fois-ci, on sent qu'il y a beaucoup de tension. On tente de limiter les journalistes à un périmètre quand même assez serré. Et on se demande effectivement si la question qu'on se pose, c'est est-ce que le pape a repris ses activités trop rapidement pour faire une rechute comme celle-là? On l'a vu mercredi, il a fait une audience de 30 minutes à la fenêtre du Vatican. Alors, ce sont des questions qui se posent ici à Rome ce soir. Alors, peut-être effectivement, on voit qu'on n'a pas suivi les conseils de ses médecins puis qu'il a abusé de ses forces. Merci beaucoup, Michel Cormier. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que cette intervention qu'on a dû pratiquer sur Jean-Paul II très rapidement nous dit de façon plus précise sur l'état de santé du Saint-Père? Je vous présente le Dr Denis Phaneuf, qui est microbiologiste infectiologue, notamment à l'Institut de gériatrie de Montréal. Merci, docteur, d'être avec nous. Écoutez, le fait qu'on ait dû pratiquer une trachéotomie sur le Saint-Père, ça en dit long sur son état de santé? Ça nous dit deux choses. Premièrement, on prévoit que ça va être assez long. Normalement, ça dépasse 3 semaines lorsqu'on a besoin d'une trachéo au lieu d'une intubation ordinaire. Oui. Deuxièmement, on a pu avoir un problème d'urgence avec un stridor ou un spasme laryngé ou des choses comme ça. C'est déjà arrivé au Saint-Père, ce type de problème-là. Mais c'est causé par quoi? Pourquoi on a dû pratiquer cette intervention-là? Comme vous le savez, il semble qu'il y a quelque temps, il y a eu une grippe, il y a eu une surinfection. Il s'en est sorti partiellement, mais le Saint-Père est connu pour avoir un Parkinson, avec un problème mécanique au point de vue pulmonaire. Donc, il ne peut pas cracher, tousser comme tout le monde. Et la moindre bactérie qu'il va rencontrer est un énorme risque pour lui.
Donc, si on veut lui rentrer assez d'oxygène pour le remettre tranquillement en forme, on est obligé de faire une trachéo parce que ça va prendre du temps. Bon, des complications peuvent s'ajouter à ça, évidemment, pendant qu'il est intubé. Ah oui. La première phase est toujours assez facile, c'est-à-dire que d'ici quelques jours, on devrait le revoir en meilleure forme. Probablement pas de température, on va contrôler l'infection. La deuxième phase, c'est malheureusement que son poumon, qui est déjà très handicapé au point de vue respiratoire, surtout les muscles, pas certain qu'il va réussir à respirer spontanément d'ici 1 mois ou 2 mois. Donc, d'une manière ou de l'autre, c'est une longue convalescence. C'est une longue convalescence pour le moins. Docteur Faneuf, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Bon, l'archevêque de Québec, Marc Ouellet, invite la population à prier pour le Saint-Père. Le cardinal Ouellet doit se rendre à Rome la semaine prochaine. C'est une réunion qui était prévue depuis longtemps, dit-il, et qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Le cardinal Ouellet croit également que Jean-Paul II doit demeurer en poste, malgré son état de santé. Il me semble que le Saint-Père a manifesté, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, qu'il voulait rester à son poste